Bonjour chers amis, voilà les examens du baccalauréat sont terminés aujourd'hui, donc j'espère que pour la majorité d'entre vous, l'examen s'est bien passé. En attendant les résultats, je vous propose le corrigé du physique-chimie, obsession normale, que vous venez de passer il y a 2 jours. Bien, bien sûr, je vais, comme d'habitude, vous donner l'énoncé. Bien sûr, vous l'avez, la majorité d'entre vous l'ont déjà. Mais ceux qui vont faire l'année prochaine, revoir cette vidéo-là, l'énoncé, bien sûr, il est téléchargeable dans la description de la vidéo. Bon, mon impression sur l'examen. Bon, pour ceux qui ont suivi avec moi les vidéos d'avant préparation, je pense que, je vais dire, 98% de l'examen, ça a été largement étudié dans les vidéos précédentes. D'accord? Bien, donc comme si vous avez suivi la dernière vidéo que j'ai postée et vous avez suivi exactement les conseils que j'ai donnés, beaucoup de choses vont être bénéfiques pour vous. Bon, j'avais prévu un exercice sur les piles, un exercice sur le dosage, c'est exactement ce que vous avez. Donc le dosage d'une solution aqueuse d'ammoniac, l'étude d'une pile d'argent chrome, rien de plus classique. Ensuite, quelques questions de cours sur les ondes. Bon, un exercice sur la désintégration du polonium. Là, on vous a donné un petit diagramme qu'on n'a pas eu l'occasion de voir et qu'on va l'occasion de le réexpliquer. Ensuite, l'électricité, ça a été largement étudié, circuit RL, RLC, à part le calcul de déphasage qu'on n'a pas eu l'occasion. On l'a fait, mais dans un cas où phi égale à 0, c'est beaucoup plus simple. Là, vous allez voir comment on va déterminer le déphasage. Mais le dernier exercice, ça a été largement aussi étudié dans une vidéo. C'est exactement photocopie de l'exercice que j'avais traité dans la vidéo consacrée à la chute libre d'une bille dans un milieu visqueux. Donc, à mon avis, c'est largement au niveau, à part une ou deux petites questions qui nécessitent un peu de réflexion. Donc voilà, on va passer rapidement l'énoncé. Je vais faire d'abord la chimie, ensuite je vais passer à la physique. Bon, la chimie, première partie, c'est un exercice classique, l'étude de dosage d'une solution d'ammoniac. C'est-à-dire, on va doser une base par un acide. Bon, il ne faut pas se perdre. Quand on vous dit on dilue, on prépare une solution SB de volume V en diluant. Voilà ce qu'il faut comprendre dans l'exercice. Qu'est-ce que ça veut dire diluer une solution 100 fois? C'est tout. D'accord? Une solution commerciale très fortement concentrée. Pour la doser et pour utiliser une quantité faible d'acide, il faut la diluer. Donc c'est ça l'intérêt de la dilution. Donc on va la diluer 100 fois et on va obtenir une solution SB qu'on va doser. Et à partir du dosage, on va déterminer la concentration de cette solution et bien sûr remonter à la concentration de la solution mère. Voilà les données KE, concentration de l'acide qu'on a utilisé pour doser cette base, la courbe des pH en fonction du volume d'acide ajouté. Donc là, il faut bien faire attention, c'est la base qu'on va doser et c'est l'acide qu'on va verser. Bon, les questions sont l'équation du dosage, la relation d'équivalence, déterminer la concentration de la base, quel est l'indicateur coloré. Bon là, vous n'êtes pas excusé, il faut avoir une note le maximum sur ça. Ensuite, on va suivre cette solution par la mesure de pH. Et on vous dit à partir de mesure de pH, déterminer l'équation de la réaction, le taux d'avancement, constante d'équilibre, déduire pKa. Là aussi, c'est un exercice, je dirais, pratiquement, purement question de cours. Là aussi, il faut avoir vraiment le maximum. Pour l'étude de la pile d'argent chrome, là non plus, aucune question n'est ni nouvelle. On vous donne 2 électrodes. L'indication la plus importante, c'est on observe un dépôt d'argent et une diminution de la masse du chrome. Donc ça suffit largement pour décrire le principe de fonctionnement de cette pile. D'accord? Puisque l'argent, on observe un dépôt d'électrodes d'argent, ça veut dire c'est l'argent solide qui se forme. Autrement dit, la réaction va être Ag+, plus un électron dans Ag. Et par conséquent, dans l'autre, ça va être le chrome
puisque là aussi on vous dit, on observe un dépôt et une diminution de la masse du chrome, ça veut dire le chrome solide va se transformer en chrome 3+, plus 3 électrons. Donc vous savez là où se trouve l'oxydation, là où se trouve la réduction, le reste c'est extrêmement classique. Quelle est la note justifiée, représenter le schéma conventionnel, les équations de demi-réaction, et sachant que la quantité d'électricité qui a été circulée pendant delta T, c'est 5,79 coulombs, déterminer la variation de la masse de l'électrode de chrome. Donc, à mon avis, la chimie, c'est vraiment à ne pas rater 7 points et vous allez voir la correction tout de suite. Voilà. Donc, dans le dosage, en général, vous avez deux types de dosage. Si on prend une solution mère et à partir de cette solution, on prépare une autre solution qu'on va doser. Donc soit, c'est le cas par exemple si on prend l'aspirine ou quelque chose, on va le diluer, on va le dissocier dans de l'eau pour obtenir un volume de solution. Et puis on prend une partie de cette solution qu'on va doser. Prenez par exemple 1 litre de javel, on va savoir le degré de ce litre, on ne va pas doser le 1 litre, on va prendre 5 millilitres et on va la doser. Et on va bien sûr la doser, d'accord? Et là, dans ce cas-là, la concentration est la même, puisqu'on a pris juste une partie du volume de la solution mère. Vous avez une deuxième méthode, c'est quand vous avez une solution très très concentrée, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas prendre une partie, parce que lorsqu'on prend un volume de 5 millilitres de cette solution, il va rester toujours très concentré, donc il faut un volume de base énorme. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va la diluer. Je vais vous expliquer le principe de la dilution après. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est diluer une solution 100 fois, ça veut dire tout simplement diminuer sa concentration d'un facteur 100. Autrement dit, vous avez tout de suite la concentration C0, c'est 100 fois la concentration qu'on a diluée CB. Voilà. Donc l'équation de dosage, bien sûr, c'est NH3, c'est la base, plus l'acide H3O+. Ça, c'est la base. La base capte un proton, donc il va capter un H+, pour devenir NH4+. H3O+, c'est l'acide. Il va céder un proton, perdre un proton, et lorsqu'il perd un H+, il va se transformer en H2O. Bien. L'équivalence, bien sûr, c'est Ca fois VAE, parce que c'est l'acide qu'on verse, est égal à Cb fois Vb. Donc Cb est égal à Ca fois VAE sur Vb. Vb, on vous le donne, et à partir de la courbe du dosage, on va déterminer le volume versé à l'équivalence. Bon, avant de continuer, voilà le principe de la dilution. Vous avez une solution fortement concentrée, on va les diluer 100 fois. Qu'est-ce qu'on fait? On prend 1 centième de cette solution, on va la mettre dans un bécher par exemple, et on va ajouter 99% de l'eau. Et donc, on va obtenir le même volume que la solution de départ, mais 100 fois diluée. Voilà le principe. Je vais la diluer 10 fois, je prends 1 dixième de cette solution, ils ajoutent 9 dixièmes de l'eau. Donc voilà, quand on a enlevé 1 centième de cette solution mère, il reste 99 sur 100 N0, sur un volume qui est 99 sur 100 V0, et donc sa concentration reste la même. C'est normal, c'est N0 sur V. En simplifiant par ça. Maintenant, j'ai pris 1 centième de cette solution, il est là, 1 centième, et j'ai ajouté 99% de l'eau. J'obtiens un volume V0. Mais combien de moles dans un volume de V0? C'est 1 centième de N0. Donc, qu'est-ce que c'est qu'N0 sur V0? C'est C0. Et vous voyez bien que Cp égale à C0 sur 100. Donc, ça, c'est juste la démonstration. Pourquoi, si on dilue 100 fois, la concentration est divisée par 100. Bon, je reviens à l'exercice. Là, on vous a simplifié la vie. C'est tracé, les tangentes sont déjà tracées. La perpendiculaire aux deux tangentes sont tracées. La parallèle qui passe par le milieu, elle est déjà tracée. Donc, vous avez déjà le point d'équivalence. Elle est là. Donc, à partir de ce point d'équivalence, je vais déduire VAE qui est 15 ml. Et le pH à l'équivalence, PHE, c'est 6. Donc, je fais l'application numérique. Et je trouve 10 moins 2 moles par litre, exactement la valeur qu'on vous a donnée. Donc c'est très bien, ça vous met en confiance pour continuer. Bon, en déduire C0, bien sûr, C0 c'est 100 fois Cp tout simplement, donc c'est une mole par litre. Quel est l'indicateur coloré? Là aussi, c'est très classique. Le pH à l'équivalence c'est 6, je regarde dans quel intervalle se trouve 6, il se trouve dans cet intervalle-là. Donc l'indicateur qui convient, c'est le rouge de méthyle.
Pour la deuxième partie, on va étudier la solution SB avec l'eau. Donc faites attention, c'est la réaction de l'ammoniac avec l'eau. Donc là, ce n'est pas une équation de dosage, c'est une suivi de réaction. Il faut mettre d'abord deux flèches. Donc NH3, c'est la base. Son acide conjugué, c'est NH4+. Donc H2O, c'est l'acide. Quelle est la base conjuguée de l'eau? C'est OH-. Et à partir du mesure de pH, je vais déterminer taux, je vais déterminer concentration de chaque espèce à l'équilibre. Je peux déterminer tout ce que je veux. Pourquoi? Parce que pour déterminer OH-, qu'est-ce que je connais? Je connais le pH. Donc je peux déduire tout de suite la concentration de H3O+, qui est 10 à la puissance moins le pH. Or, si vous connaissez concentration de H3O+, vous déterminez tout de suite concentration de H-, et inversement. Pourquoi? Parce que leur produit, c'est une constante. Leur produit, c'est 10-14. Donc, concentration de H-, c'est KE, 10-14 divisé par 10 à la puissance moins 10,6, ça vous donne 10 à la puissance moins 3,4, et ça vous donne 0,39. Bon, j'ai majoré par 0,4, 10-3 mol par litre. Bien. Maintenant, pour déterminer le taux d'avancement, on va établir le tableau d'avancement, bien sûr. Donc ça, c'est le nombre de moles initial, c'est CB fois VB, moins X, à l'équilibre, moins X équilibre, X équilibre, X équilibre. Donc, quel est le taux d'avancement par définition? C'est X équilibre sur X max. Qu'est-ce que je connais? Je connais la concentration de OH-. Donc, je dois exprimer tout ça en fonction de la concentration de OH- et la concentration de la base. C'est tout ce que je connais. Donc, taux, c'est X équilibre sur X max. Je remplace X équilibre, d'abord X max par sa valeur. Donc, quel est le réactif limitant? C'est bien sûr NH3, parce que H2O, il est en excès. Et X max, lorsque ce terme est égal à 0, ça veut dire X max égale à CB fois VB. Or, c'est quoi X équilibre sur VB? C'est tout simplement la concentration de OH-. Donc, vous voyez, j'ai exprimé taux en fonction des données que je connais, concentration de H- et CB. Je peux faire l'application numérique et ça vous donne 4%. Bien sûr, n'a pas d'unité. Ensuite, le quotient de réaction. Voilà aussi une question qui va vous mettre en confiance. Par définition, c'est OH- fois NH4+, sur concentration de NH3. NH4+, est égal à OH-, donc OH- au carré. Concentration de NH3, c'est CB/VB moins X équilibre sur VB. Vous simplifiez par VB et ça vous donne CB. Et X équilibre sur VB et OH-. Donc j'ai tout exprimé en fonction de OH- et CB. Donc je fais l'application numérique et je trouve exactement 1,5, 10-5. Là aussi, ça vous met encore plus en confiance. Donc je pense que l'exercice, il est très bien posé. Pour déduire pKa, vous avez deux méthodes. Soit vous connaissez déjà la relation entre pKa et pKb, mais avant, ce qu'il faut savoir, c'est que représente QR pour cette réaction? C'est tout simplement ce qu'on appelle Kb. Parce que Kb, c'est quoi? C'est Kb. Kb, c'est la constante à l'équilibre de l'équation ou bien de la réaction d'une base avec l'eau. Alors que Ka, c'est la constante d'équilibre ou bien le quotient de réaction à l'équilibre d'un acide avec l'eau. Donc là, ce qu'on a calculé, c'est exactement Kb. Donc pour déterminer Ka, il suffit de se rappeler qu'il y a une relation entre pKa et pKb. C'est pKa plus pKb égale à 14. Donc je connais pKb, c'est le P, le moins log de ce quotient de réaction. Donc je peux déterminer tout de suite pKa, c'est 14 moins pKb. Bon, bien sûr, pKb, c'est moins log de Kb. Et comme j'ai dit, ça c'est exactement Kb. Mais on peut le démontrer autrement. Quotient de réaction, on vient de dire, c'est OH- NH4+ sur NH3. C'est quoi Ka? C'est la réaction, le quotient de réaction de l'acide avec l'eau. C'est-à-dire NH4+ plus H2O donne NH3 plus H3O+. Donc ça vous donne tout simplement 1 sur Ka. Et donc, vous voyez tout simplement que Kb est égal à Ke sur Ka. Et quand je passe au logarithme, je trouve ce résultat-là. Donc, soit vous connaissez déjà la relation, bon, je l'ai déjà donné dans la vidéo que j'ai consacrée au rappel des acides et bases, j'ai bien précisé, donc j'ai juste copié-collé ces formules-là de la vidéo. Donc, vous voyez, ou bien, vous pouvez la redémontrer rapidement. Très bien. Donc, voilà pour les piles, pour l'acide et les bases. On va passer aux piles. Donc, on vous dit,
pendant le fonctionnement de cette pile formée par une électrode de chrome et une électrode d'argent, vous avez un dépôt d'électrodes d'argent. Qui dit dépôt d'électrodes d'argent et diminution de la masse du chrome. Donc, l'équation de la réaction associée au chrome, ce sera chrome solide va donner chrome 3 plus 3 électrons, puisque le chrome diminue. Autrement dit, le chrome va s'oxyder, il va subir une oxydation. Son degré d'oxydation va augmenter, il va passer de 0 jusqu'à plus 3. Qui dit oxydation dit anode, parce que les deux commencent par une voyelle. Je vous ai dit la méthode pour se rappeler. Oxydation anode, réduction cathode. Donc le chrome, c'est l'anode, c'est la borne moins, tout de suite. Donc parce que le chrome solide va donner chrome 3 plus 3 électrons. Donc c'est là où vont démarrer les électrons. Donc voilà le sens de circulation des électrons. Donc le courant, bien sûr, c'est dans le sens inverse. Et donc, voilà l'électrode, voilà l'anode, et par conséquent, voilà la cathode. Donc, une fois qu'on connaît l'anode et la cathode, le schéma conventionnel, ça va de soi. Vous écrivez un signe moins. Pour l'anode, on commence par le solide, ensuite la queue, et ensuite un gaz s'il y a un gaz. Donc là, vous avez juste solide à queue. Et pour la cathode, on inverse. On met Ag, là, il y a un seul plus, Ag+, pardon. Donc c'est Ag+, Ag solide. Et on met bien sûr le signe plus. Bien. Ensuite, l'équation de la réaction. Bien sûr, vous avez Ag+, plus un électron dans Ag solide. Vous avez dépôt de l'argent. Et dans l'autre, vous avez diminution du chrome. Ça veut dire chrome solide. Donc chrome 3 plus 3 électrons. Donc tout de suite, il faut équilibrer les deux équations. J'ai ici 3 électrons. Là, je dois multiplier par 3. D'accord? Donc là, c'est la formation du réducteur. Donc c'est une réduction. Donc dépôt d'argent. La formation de l'oxydant. Donc c'est une oxydation. Donc c'est l'anode, oxydation, réduction, c'est la cathode. Donc on retrouve cathode et anode. Et pour l'équation totale, il suffit de faire la somme des deux équations, bien sûr. Et j'ai 3 Ag plus chrome solide donne chrome 3 plus 3 Ag solide. Bien. Quelle est la variation de la masse de l'électrode de chrome? Parce qu'on me dit dans l'énoncé, il y a diminution de la masse du chrome. Donc, je dois trouver une variation négative. Hein, d'accord? Donc, il y a une seule formule à retenir dans les piles. J'ai déjà rappelé ça dans la dernière vidéo. CQ est égal au nombre de moles d'électrons échangés fois le farad. C'est quoi le nombre de moles d'électrons? Je le déduis à partir de l'équation de réaction. Donc, chrome solide, donc chrome 3 plus 3 électrons. Vous avez un nombre de moles initial du chrome solide, un nombre de moles initial de Cr3+. Là, vous avez Ni moins X, Na plus X. Et pour les électrons, vous avez 3X. Donc, voilà. Le nombre de moles d'électrons, c'est 3X. Voilà la seule équation à savoir. Et, bien sûr, c'est quoi ce nombre de moles d'électrons? C'est Q sur le farad. Donc, je connais X, c'est Q sur 3F. Ça y est. Je connais X, donc je dois déterminer la variation du nombre de moles du chrome en fonction de X. C'est quoi la variation du nombre de moles de chrome? C'est le nombre de moles final moins le nombre de moles initial. Et donc, ça vous donne quoi? Ça vous donne moins X. Ni moins X, moins Ni, ça me donne moins X. C'est normal parce qu'il y a diminution du chrome. Or, la variation du nombre de moles, c'est la variation de la masse divisée par la masse molaire, qui est égale à moins X. Donc, je peux déterminer la variation de la masse, c'est moins X fois la masse molaire. X, c'est quoi? C'est Q sur 3F. Donc, je connais Q, je connais la masse molaire, je connais le farad, je peux déterminer delta de M. Et par application numérique, je trouve exactement moins 1 mg. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire pendant la durée de fonctionnement de cette pile, l'électrode, ou bien la masse de l'électrode de chrome va diminuer de 1 mg. Donc, vous voyez, pour la chimie, je pense très largement au niveau. J'espère que vous avez bien travaillé et on va passer aux ondes et au nucléaire. Donc, pour les ondes, c'est des questions qu'on va relire quand on va faire la solution. Ensuite, vous avez, là, c'est un exercice qui a été donné, je crois, en 2019, rattrapage. On vous donne un point M qui se trouve à une distance D de la source. Quelle est l'équation? La relation de l'élongation entre l'élongation du point M et celle de la source, laquelle de ces trois propositions? Bon, ça c'est classique. Et dans la deuxième partie, on vous dit
la pointe S d'un vibreur crée des ondes progressives de fréquence n à la surface libre d'une cuve d'eau. On vous donne la vitesse, voilà ce qui est important. Ensuite, ce qui est important là aussi, c'est ce 1 cm. Et le reste, c'est des questions vraiment classiques. Déterminer la longueur d'onde lambda, la fréquence, un point M qui se trouve à une distance D, calculer le retard temporel entre M et la source. Donc voilà, c'est vraiment classique. Et ensuite, je passe au nucléaire. On vous a proposé un exercice de la désintégration du polonium qui a été découvert par Pierre Curie en 1899. Pourquoi il l'appelait polonium? Parce que Pierre Curie, c'est une polonaise. Pierre Curie, ça c'est le père, sa femme c'est Marie Curie. Donc Pierre Curie, c'est un Polonais, d'accord? Et il a dédié bien sûr cette découverte à sa patrie qui est la Pologne. Il l'appelait polonium. Bon, bref, voilà les données. Donc, on vous donne le polonium se désintègre pour donner le plomb plus une particule alpha. Écrire l'équation de désintégration. À l'aide de diagrammes ci-contre, voilà ce qui est nouveau. Bon, je ne l'ai jamais traité dans un exercice précédent, mais normalement, quelqu'un qui réfléchit un petit peu va comprendre le fonctionnement. C'est quoi ce diagramme? Ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire que l'énergie de 126 neutrons plus 84 protons, c'est égal à ça. Autrement dit, delta de M de 126 neutrons fois C carré plus delta de M de 84 protons, voilà son énergie. Là, c'est l'énergie du noyau du polonium. Ça, c'est l'énergie du plomb plus l'hélium. Bon, quelle est l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau du polonium? Quel est le défaut de masse du noyau du polonium? Donc ça, c'est vraiment la seule question piège, à mon avis, qu'il faut exprimer ensuite en kilogrammes. Ensuite, le reste, comme j'ai déjà dit dans la dernière vidéo, faites très attention. S'il y a une question difficile, vous la sautez et vous revenez à la fin. Par exemple, celui qui a trouvé quelques difficultés dans cette question, il suffit de passer à la suite. Bon, tant pis, 0,25 ou 0,5 points, et il peut continuer jusqu'à la fin. Donc, calculer en secondes la constante de radioactivité lambda du polonium. On vous dit un échantillon du noyau a une activité A0. À l'instant T1, une autre activité, déterminer T1. Donc là, c'est très classique, à part cette question, celle-là, qui peuvent vous poser quelques petits problèmes. Mais comme je vous ai dit, quelqu'un qui est bien réfléchi bien, il peut laisser tomber les deux questions s'il les trouve difficiles et revenir à la fin. Et j'en suis sûr, il va les résoudre. Bon, allons-y pour la solution. Bien, pour ces questions de cours, je pense que j'ai déjà rappelé ça dans la vidéo dédiée aux ondes. Première question, choisir la bonne réponse. Lors de la propagation d'une onde, est-ce qu'il y a transport de matière tout de suite à éjecter? Bien sûr, il n'y a pas de transport de la matière. Est-ce qu'il y a transport d'énergie? Oui. Il n'y a pas de transport de la matière? Oui. Bon, si vous avez des doutes, vous pouvez continuer. Il n'y a ni transport de la matière, ni transport d'énergie, bien sûr. Qui dit onde, automatiquement, il y a une propagation d'énergie. Il y a transport de la matière et de l'énergie. Bien sûr, il n'y a pas de transport de la matière. Donc, la seule bonne solution, c'est petit p. Une onde, il n'y a pas de transport de matière, mais bien sûr, il y a un transport de l'énergie. Une onde transversale, là, c'est un cadeau. C'est même pas la peine de passer le temps. C'est la direction de propagation. Et la direction de perturbation se fait dans une direction perpendiculaire à la direction de propagation. Bien sûr, c'est petit c. Le son est une onde électromagnétique? Non, c'est la lumière qui est une onde électromagnétique, c'est une onde mécanique, mais comment est-ce qu'elle est transversale ou longitudinale? Bien sûr, le son, c'est une onde longitudinale. Et le son, bien sûr, ne peut pas se propager dans le vide, donc la seule bonne réponse, c'est C. Ensuite, lors de la diffraction, est-ce qu'il y a modification de la fréquence? Non. Est-ce qu'il y a modification de l'onde? Non plus. Est-ce qu'il y a modification de la vitesse? Non plus. Et par conséquent, automatiquement, par élimination, c'est D. Donc, ni la fréquence, ni la longueur d'onde, ni la vitesse ne changent dans une expérience de diffraction. Question 5. Un point M à la surface de l'eau se propage une onde progressive. Ce point M reprend le même mouvement que celui de S avec un retard temporel tau. Ça veut dire quoi? À T est égal à tau, le mouvement du point M, ce sera le mouvement de la source à T égale à 0. Il suffit de comprendre cette phrase et vous allez répondre facilement. Donc tout de suite, là où il y a de taux, on va l'éliminer. Donc quelqu'un peut avoir le doute entre là et là. Mais quand on vous dit à T est égal à taux, vous voyez bien, le mouvement de point M à l'instant taux, c'est-à-dire YM de taux, c'est égal à quoi? C'est-à-dire Y de S.
de 0, parce que taux moins taux, c'est 0. Et donc, je retrouve exactement cette phrase. D'accord? Le point M reprend le mouvement de la source avec un retard temporel taux. Donc, YM, c'est bien sûr YM, YS de T moins taux. Ensuite, pour la surface, donc là, c'est un aspect de la surface de l'eau à un instant T. Qu'est-ce que ça veut dire, ce 1 cm? Là, c'est les maximums des ondes sur la surface de l'eau. Donc, voilà, premier maximum, deuxième, troisième, quatrième. Donc, ça veut dire tout simplement, cette distance-là, c'est combien? C'est de lambda. Donc, à partir de la courbe, je dis graphiquement de lambda égale 1 cm. Donc, lambda est égal à 0,5 cm. La fréquence, bien sûr, vous connaissez par cœur maintenant la vitesse, c'est la distance sur le temps. Et quand la distance est égale à la longueur d'onde spatiale, le temps est égal à la période temporelle. Or, 1 sur t, c'est la fréquence. Donc, la vitesse, c'est lambda fois la fréquence. Donc, la fréquence, c'est la vitesse sur lambda. Faites très attention aux applications numériques. Transformez les centimètres, bien sûr, en mètres. Bon, je ne sais pas combien de fois je vous ai dit cette remarque dans les vidéos précédentes. Donc, la fréquence, c'est 50 Hz. Maintenant, calculer le retard temporel. Là aussi, c'est une question purement de cours. Le retard temporel, c'est tout simplement la distance entre la source et le point divisé par la vitesse. Donc, c'est d sur v. Hein. La distance, c'est 5 à transformer en mètres. C'est 5 10 moins 2. Et ça vous donne un retard de 0,2 secondes. Ça veut dire le point M va reproduire le même mouvement que la source, mais avec un retard de 0,2 secondes. Passons au polonium. Donc là, il faut faire attention. Donc, écrire l'équation de la réaction, ça c'est classique, désintégration. Donc, conservation du nombre de masse, 210, l'hélium, bien sûr, la particule alpha, c'est l'hélium 2,4. Donc, est égal à 210 moins 4, c'est bien 206. Ensuite, 84 moins 2, c'est 82. Donc, conservation de A, conservation de Z. Donc, pour le plomb, donc vous voyez bien que A, c'est 206 et Z égale à 84. Calculer l'énergie libérée lorsqu'un seul noyau du plomb se désintègre. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Bien sûr, l'énergie libérée, c'est delta de M fois C carré. Bon, plus exactement, c'est la valeur absolue de delta de M, parce que delta de M, elle est négative. D'habitude, on fait la masse du plomb plus la masse de alpha, moins la masse du polonium, fois 931,5 mégaélectronvolts, si la masse, elle est en unité de masse atomique. Mais ici, je n'ai pas la masse du plomb. Si j'ai pas la masse du plomb, mais j'ai l'énergie du plomb plus l'hélium. Donc, je reviens à cette équation. L'énergie libérée, c'est delta E. Donc, c'est tout simplement l'énergie du plomb plus l'énergie de l'hélium moins l'énergie du polonium. Donc, l'énergie libérée, c'est l'énergie du plomb plus alpha moins l'énergie du polonium. Et ça, c'est donné dans le diagramme. Tout simplement. Donc, le plomb plus alpha, voilà son énergie. Et le polonium, voilà son énergie. Donc, je fais juste la différence de ces deux quantités. Et le résultat, il est en mégaélectronvolts. Et je trouve 5,4 mégaélectronvolts. Donc, voilà comment il faut travailler avec ce diagramme. D'accord ? Ensuite, calculer le défaut de masse en kilogrammes. Faites très attention. Le défaut de masse, il ne faut pas dire, bon, cette énergie que j'ai calculée, c'est delta de M fois C carré. Donc, delta de M, c'est ça divisé par C carré. J'ai bien expliqué ceci dans la vidéo que j'ai consacrée aux anciens baccalauréats sur le nucléaire. Donc là, c'est le défaut de masse de cette réaction. Mais quand on parle de défaut de masse d'un noyau, par définition, le défaut de masse d'un noyau, c'est la variation de la masse entre la masse du noyau et ses constituants. Ça veut dire Z fois la masse du proton plus A moins Z fois la masse du neutron moins la masse du noyau. Bon, pour le polonium, bien sûr, Z égale à 84 et A égale à 210. Et A moins Z, c'est 126. Vous voyez, 84, 126 se trouve là et ça vous donne une indication. Donc, pour calculer le défaut de masse, c'est 84 fois la masse du proton, plus 126 moins la masse du neutron, moins la masse du polonium. Mais on ne me donne pas la masse du proton, ni la masse du neutron. Donc, je dois penser comment utiliser ce diagramme. Je connais l'énergie de 126N plus 84P. Donc, pour passer de la masse à l'énergie, il faut multiplier par C carré. Donc, je multiplie ce terme par C carré, celui-là par C carré, celui-là par C carré. Donc, ceci, c'est exactement ce chiffre-là que j'ai ici. Et la masse du polonium face C carré, c'est ce chiffre.
Et comme ça, je détermine delta de M fois C carré, et non pas delta de M. Et je trouve 0,16 et ainsi de suite fois 10 puissance 5 mégaélectronvolts. Mais on me dit de l'exprimer en kilogrammes. Donc d'abord, je vais l'exprimer en unité de masse atomique, parce que je sais que 1 mégaélectronvolt divisé par C carré, parce que C carré, je le ramène ici, et 1 mégaélectronvolt divisé par C carré, c'est 1 divisé par 931, ça c'est donné, en unité de masse atomique. Donc je calcule delta de M en unité de masse atomique. Or, toujours ce qu'on me dit, c'est en kilogrammes. Donc je dois remplacer une unité de masse atomique en kilogrammes, c'est 1,66 10-27. Là aussi, c'est donné dans l'énoncé. Et donc, je fais un calcul et ça me donne 2,9 10-26 kg. Voilà la seule question qui peut vous poser quelques problèmes. D'abord, il y a beaucoup de calculs et aussi, il faut savoir manipuler ce diagramme. Mais comme j'ai dit, si quelqu'un normalement a trouvé cette question difficile, il la laisse tomber, il peut la laisser tomber jusqu'à la fin et il aura le temps de réfléchir tranquillement. Bien, calculer la constante, là, c'est juste des calculs. Il faut juste faire attention aux unités. On vous dit de la calculer en secondes moins 1. Donc, on précise. Donc, si log de 2 sur T1,5, T1,5, il est en jours. Donc, lambda, c'est en jour moins 1. Et pour passer en secondes moins 1, il faut diviser par 24 fois 3600. Et vous allez trouver 5,8, 10 moins 8 secondes. Dernière question, c'est au classique aussi. On vous donne l'activité à l'état initial, l'activité à l'instant T1. Quel est cet instant T1? Donc, c'est le principe de la datation. Donc, A de T, c'est A0 exponentielle moins lambda T. Je divise A par A0. Je passe au logarithme. Et T, c'est moins 1 sur lambda log de A sur A0. Mais moins log de A sur A0, c'est le log de A0 sur A. Parce que log de A sur B, c'est moins log de B sur A. Mais faites attention. On vous dit de déterminer cet instant en jours. Donc, il ne faut pas utiliser la valeur que vous avez calculée en secondes. Revenez à la valeur de lambda en jours, qui est 138, log de 2 divisé par 138. Donc, 1 sur lambda, c'est 138 divisé par log de 2. Et ça vous donne 3197,9 jours. Donc, voilà pour le nucléaire. Bon, ça va, ça nécessite un peu de réflexion. Et on va passer à la deuxième partie qui est extrêmement classique, c'est-à-dire l'électricité et la mécanique. Bon, pour l'électricité, première partie, on va s'intéresser au dipôle RL semé à un échelon de tension. Donc, rien de plus classique. On va dans la résistance R, 90 ohms. Ensuite, à un instant T1, on va fermer l'interrupteur K. Une bobine réelle qui possède une résistance interne petit r. Et les questions classiques, l'équation différentielle vérifiée par le courant. On vous donne deux courbes et à partir de ces deux courbes-là, déterminer la résistance interne. Bon, j'ai déjà traité, c'est exactement le même exercice dans la vidéo que j'ai consacrée au circuit RL. Ensuite, vérifier que L égale à H. Ensuite, déterminer des charges d'un condensateur dans un dipôle RL. Donc, on charge le condensateur. On prend la résistance 90 ohms. L'équation différentielle. Exploiter les courbes C1 et C2 pour déterminer la résistance interne. Ensuite, vérifier que L est égal à H. Voilà, je pense que j'ai répété la question deux fois, c'est pas grave. Voilà, ensuite, on va décharger le condensateur dans le circuit RL. On monte en série, un instant choisi comme une nouvelle date, un condensateur de capacité C totalement chargé. Voilà ce qui est très important dans l'exercice. Avec la bobine précédente, toujours la même résistance. Et on obtient ce schéma-là. Comment on varie la tension au bord du condensateur en fonction du temps. Vous voyez bien que le condensateur se décharge. Ensuite, il va se recharger, se décharger, se recharger, et ainsi de suite. Bon, quel est le régime d'oscillation obtenu? Établir l'équation différentielle vérifiée par I de C, sachant que la pseudo-période égale à la période, déterminer la capacité. Donc, rien de spécial, très très classique. Ensuite, la dernière partie, on va introduire un générateur pour entretenir les oscillations. Ça veut dire quoi? Dans le circuit RLC, vous avez une perte d'énergie dans les résistances. C'est quoi le rôle de ce générateur? C'est compenser ces pertes pour avoir un régime non amorti. Donc, on va régler la valeur de K jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de diminution d'amplitude. Et la valeur qui nous permet d'obtenir ce régime-là, on va l'appeler K0. Et les questions, c'est trouver la valeur de K0, sachant que l'expression de l'intensité de I de T est égale à ça, déterminer ces trois grandeurs. Donc
la seule difficulté peut-être, c'est pour déterminer phi. Donc je vais expliquer comment on va le faire. Ensuite, les deux autres questions, je ne sais pas, on les a traitées n fois. Calculer l'énergie totale, l'énergie à un instant t, c'est très classique. Bon, dernière partie de la mécanique, c'est un exercice vraiment que j'ai traité exactement le même dans une vidéo précédente. Chute d'une bille dans un milieu visqueux où vous avez uniquement la force de frottement. Donc les questions classiques, bien sûr, c'est l'équation différentielle vérifiée par la vitesse. Quelle est la vitesse limite? Montrer que l'équation différentielle est donnée par cette valeur numérique et déterminée par la méthode d'Euler A1 et V3. Donc exactement le même. Vous pouvez regarder la vidéo qui est consacrée à chute libre dans un milieu visqueux. C'est exactement les mêmes questions. Donc voilà, on va passer donc à la solution. Bien, donc l'électricité, tout de suite, d'habitude, indiquer les tensions en convention récepteur. Donc voilà le courant, donc voilà la tension au bord de la résistance, la tension au bord de la bobine, la tension fournie par le générateur. Donc à l'instant T1, on va fermer l'interrupteur. Et question, quelle est l'équation différentielle vérifiée par quoi? Par le courant. Donc qu'est-ce qu'est le rôle d'une bobine dans un circuit? Regardez la vidéo, j'ai bien expliqué comment une bobine empêche la discontinuité de courant. Ça veut dire que le courant va augmenter de façon continue. Bon, pour déterminer l'équation différentielle, toujours la même phrase, loi d'additivité des tensions. E est égal à U de R plus U de L. Je dois exprimer tout en fonction de I. Donc U de L, c'est LD de I sur D de T plus RI. Donc faites attention, c'est une bobine qui possède une résistance interne. Ensuite, U de R, c'est RI. Bon, on remplace dans l'équation différentielle. En factorisant ici par petit i, je trouve i facteur de r plus r. Ensuite, on va diviser le tout par L. Et ça vous donne d de i sur d de t plus grand R sur L fois i est égal à E sur L. Très classique. Maintenant, déterminer la valeur de petit r. Donc, là aussi, bon, ça y est, je pense c'est exactement le même exercice que le rattrapage 2019 que vous avez aussi sur la chaîne. Donc, pour déterminer petit r, je passe d'abord aux figures, et ce sont les suivants. Qu'est-ce que je peux déduire à partir de ces figures-là? Toujours ce qui se passe ou bien à t égale à 0 ou bien en régime permanent. Ce qui m'intéresse ici, c'est le régime permanent. En régime permanent, c'est-à-dire là où le courant il est constant, c'est quoi sa valeur? Sa valeur, c'est 100 mA. Donc, I en régime permanent, c'est 100 mA. Quelle est la valeur de la tension I de L en régime permanent? Je vois que en régime permanent, là aussi, I de L, c'est une constante. Sa valeur, c'est combien? C'est 1 volt. Pourquoi il n'est pas nul? Parce que la bobine possède une résistance interne. Si par hasard, on avait une bobine idéale, en régime permanent, la tension en bord de la bobine va être nulle. D'accord? Donc, en régime permanent, une bobine se comporte comme une simple résistance. Donc, avec ces deux données-là, je peux déterminer facilement petit r. Je connais la tension de la borne de la bobine en régime permanent. Sa valeur, c'est R fois IP. Donc, la bobine se comporte comme une simple résistance. Je connais la valeur de UL. Et d'après la première courbe, je connais la valeur du courant en régime permanent. Donc, je remplace, faites attention, transformer 100 mA en ampères, c'est 0,1 ampère. Donc, petit r égale à 10 ohms. Exactement les mêmes valeurs aussi que vous avez en rattrapage 2019. Là aussi, taux, c'est la même valeur aussi, c'est 10 millisecondes. Autrement dit, en secondes, bien sûr, taux, on la détermine à partir de la tangente à l'origine. Elle est déjà tracée, donc il suffit pour vous de faire la lecture. Son intersection avec le régime permanent, sa projection sur l'axe des temps, ça vous donne taux. Donc taux égale à 0,01 secondes. Connaissant taux, connaissant grand R et petit r, je peux déterminer bien sûr l'inductance de la bobine. C'est taux, facteur de grand R plus petit r. Et c'est bien 1 Henri qu'on me demande de trouver. Voilà. Maintenant, on va décharger le condensateur à travers la bobine. D'accord? Et on vous dit quel est le régime oscillatoire obtenu. Bien sûr, là aussi, c'est classique. Puisque là, la tension, l'amplitude de la tension diminue en fonction du temps. C'est un régime pseudo-périodique. Bon, déterminer, bien sûr, dans un circuit RLC en régime libre, vous avez trois types d'oscillation. Soit un régime pseudo-périodique, lorsque l'amplitude diminue au cours du temps. Soit un régime périodique, c'est le cas où là où il n'y a pas de résistance, vous avez un circuit LC tout court, pas de résistance, pas de perte. Donc vous avez un régime
purement oscillatoire, non amorti, ou bien vous avez ce qu'on appelle un régime critique, ça veut dire l'amplitude diminue et tend vers zéro sans faire aucune oscillation. Bien, là, on a des oscillations avec une diminution d'amplitude, donc c'est ce qu'on appelle le régime pseudo-périodique. Quelle est l'équation différentielle vérifiée par I de C? Bien sûr, I de C plus I de L plus I de R égale à 0. Les relations classiques, I égale à C fois D de IC sur D de T. Et D de I sur D de T, c'est C D carré de UC sur DT carré. Donc je remplace I de L par RI, et I de R par RI, I de L par RI plus L D de I sur D de T, et I de C. Donc RI c'est RC D de IC sur D de T. L D de I sur D de T, c'est LC D carré de UC sur DT carré. Et je trouve l'équation différentielle suivante. Voilà. Donc vous avez un terme de dérivée première et c'est ça le terme qui est responsable de l'amortissement. D'accord? Si ce terme est nul, on va obtenir x secondes plus oméga carré x égale à 0. C'est la solution, c'est une solution sinusitale. Mais avec ça, vous allez voir une fonction sinusitale amortie. En admettant que la pseudo-période est égale à la période, déterminer la valeur de C. Bien sûr, revenir à la courbe et déterminer, voilà, et déterminer t. Donc la période, vous voyez bien que c'est égal à 10 millisecondes, autrement dit 0,01 seconde. Donc je connais la période, je sais que t égale à t0 qui est égal à 2 pi racine de LC, donc c'est bien sûr, c'est t0 au carré sur 4 pi carré fois L. Bon, L est égal à 1, pi carré égale à 10, t0 au carré c'est 10, toujours ne pas oublier de transformer dans les unités internationales, millisecondes en secondes, et ça vous donne une capacité de 2,5 microfarads. Bien. Maintenant, on veut entretenir les oscillations. Ça veut dire qu'il faut injecter de l'énergie dans le circuit. Donc on va introduire un générateur qui va exactement compenser les pertes d'énergie dans les résistances et ainsi obtenir un régime purement oscillatoire. Et la tension au bord du générateur, elle est proportionnelle au courant. Et qu'est-ce qu'on fait? On change cette valeur de K jusqu'à obtenir ce régime-là. Première question, quelle est l'équation différentielle? Bien sûr, c'est U de C plus U de L plus U de R égale U de G égale à K fois I. Je remplace I par C D de IC sur D de T et je le ramène à ce terme-là. D'accord? Et voilà la relation que j'obtiens. Pour avoir l'entretien des oscillations, il faut que le terme où intervient la dérivée première de la tension soit nul. Comme ça, la solution de cette équation, c'est une solution sinusoïdale. Et pour que ce terme soit nul, il faut que cette quantité soit égale à 0. Et ainsi, on va obtenir la valeur de K0. Donc, il faut, pour obtenir un régime entretenu, il faut que le terme grand R plus petit r moins K égale à 0. Ça veut dire qu'il faut choisir K égale à 100. Et quelle est l'unité? Si vous voyez bien, c'est une résistance. Donc, 100 ohms. On vous dit de préciser son unité dans le système international. Donc, la valeur de K, c'est 100 ohms. Très important, les unités. Voilà la seule question qui peut-être nécessite un peu de réflexion, c'est comment déterminer phi. Bon, pour IM et T0, là, il suffit de faire la lecture sur la courbe. IM, c'est l'amplitude maximale du courant. Vous l'avez ici, l'amplitude maximale, c'est combien? C'est 8 mA. Donc, je dis, d'après la courbe, IM égale à 8 mA. La période, c'est le temps entre là et là, donc c'est 10 millisecondes. Là aussi, je dis graphiquement, T0 égale à 10 millisecondes. Comment déterminer phi? Toujours, pour déterminer un déphasage, d'abord on utilise les conditions initiales. Bon, qu'est-ce qu'il nous donne les conditions initiales? À t égale à 0, j'ai le courant, il est nul. Vous voyez ici, le courant il démarre par 0. Donc si t égale à 0, I de 0 égale à 0, qui est égal à IM, t égale à 0, ce terme égale à 0, cosinus phi, qui est égal à 0. Donc, je trouve cosinus phi égale à 0. Malheureusement, j'ai deux solutions, plus ou moins pi sur 2. Imaginez par exemple, à t égale à 0, le courant était maximal. Donc je trouve IM cosinus phi égale à IM. Donc cosinus phi égale à 1. Donc là, j'ai une seule solution, phi égale à 0. Très bien, et j'arrête. Là, j'ai deux solutions. Je dois choisir laquelle. Bon, vous avez deux méthodes. Il y a une méthode, j'utilise juste les courbes, sans aucun calcul. Je pose pi égale, par exemple, phi égale à moins pi sur 2. Si phi égale à moins pi sur 2.
Si ce terme est égal à pi sur 2, ça veut dire je suis en ce point. Pi sur 4, disons pi sur 4. Hein, d'accord, ça c'est une période, si 2 pi sur t0, si ce terme est égal à pi sur 4, à pi sur 2, pardon, à pi sur 2. Donc pi sur 2, moins pi sur 2, ça me donne 0. Cosinus de 0, c'est 1. Et vous voyez, je dois trouver normalement un courant maximal et non pas un courant minimal. Donc je peux éliminer tout de suite moins pi sur 2. Mais vous avez une méthode purement mathématique, c'est quoi? C'est d'utiliser les conditions initiales, mais cette fois-ci de la dérivée de d de i sur d de t. Comment elle est d de i sur d de t? Or, vous avez plusieurs façons de le faire. Bon, la plus simple, c'est de dire qu'à t égale à 0, j'ai i de L plus i de C égale à 0, donc i de C égale à moins i de L. I de C, elle était chargée à t égale à 0, donc i de C est positif. Donc i de L, elle est négatif. D'accord? Donc i de L, qui est égal à moins i de C, est négatif. Or, i de L, c'est quoi? C'est L d de i sur d de t. Donc L d de i sur d de t est négatif, ça veut dire tout simplement d de i sur d de t est négatif. Or, c'est quoi d de i sur d de t? C'est moins im fois 2 pi sur t0, sinus 2 pi sur t0 fois t plus phi. À t égale à 0, ce terme est égal à quoi? Il est égal à moins im fois une constante sinus phi. Il doit être négatif, donc la seule solution qui convient pour avoir ce terme négatif, c'est phi égale à pi sur 2. Parce que lorsque phi égale à moins pi sur 2, sinus de moins pi sur 2, c'est moins 1. Avec moins, ça donne plus. Vous allez trouver quelque chose qui est positif. Donc voilà, je répète, j'utilise la dérivée à t égale à 0. Comment elle est? Est-ce qu'elle est positive ou elle est négative? Voilà la deuxième condition qu'on utilise souvent pour déterminer la phase. Pour choisir la phase, si vous avez deux possibilités. Et pour savoir la dérivée, vous avez plusieurs façons. Là, j'ai pris à t égale à 0 comme moi. Elle est la tension en bord de la bobine. Elle est négative. I de L, c'est moins I de C. Or, la tension en bord de la bobine, c'est L d de I sur d de t. Ça veut dire d de I sur d de t est négatif. Voilà. Et donc, la seule solution, c'est phi égale à pi sur 2. Donc, je répète, il y a une autre façon qui ne nécessite pas de calcul. Bon. Prendre, par exemple, si t est égal à combien? Est égal à t0 sur 4. Voilà. Un quart de la période. t0 sur 4. Voilà une deuxième méthode. Juste en utilisant le graphe. T0 sur 4, c'est là. C'est ce temps-là. Voilà. Vous avez ici T0 entre là et là. Là, c'est T0 sur 2. Là, T0 sur 4. Et je dois trouver quoi? Je dois trouver I négatif. Si T égale à T0 sur 4, vous remplacez ici T0 sur 4. Qu'est-ce qu'il va vous rester? Il va rester 2 pi sur 4. 2 pi sur 4, c'est pi sur 2. Donc, si phi égale à pi sur 2, voilà, vous allez voir, cosinus pi sur 2 plus pi sur 2, c'est cosinus pi. Cosinus pi, c'est moins 1, et je trouve bien moins 8. Vous voyez? Donc, à l'inverse, si j'avais pris moins pi sur 2, à t égale à t0 sur 4, donc cet instant-là, c'est t0 sur 4, vous remplacez t par t0 sur 4, vous simplifiez par t0, il va vous rester 2 pi sur 4. 2 pi sur 4, c'est pi sur 2. Si phi est égal à moins pi sur 2, vous allez voir ici cosinus de 0. Et cosinus de 0, c'est 1. Ça veut dire à t égale à t0 sur 4, le courant devrait être maximal. Vous voyez? Donc là, je n'ai même pas besoin de calcul. Juste en faisant si phi égale à pi sur 2, est-ce que à t égale à t0 sur 4, est-ce que je trouve un courant maximal ou bien un courant minimal? Ou bien par la méthode du dérivé, les deux sont corrects. Bien, continuons. Le reste, c'est classique. Donc, quelle est l'énergie totale d'un circuit? Toujours, je vous ai dit, pour un circuit RLC, l'énergie à t égale à maximale, il suffit de voir à t égale à 0. Si le condensateur était chargé, l'énergie elle est purement électrique, c'est l'énergie électrique maximale. Si c'est la bobine qu'on va décharger dans un condensateur, l'énergie électrique elle est magnétique. Donc là, l'énergie totale, vous avez deux expressions, soit l'énergie électrique maximale, soit l'énergie magnétique maximale, ça dépend de ce qu'on vous donne. Là, j'ai l'expression du courant en fonction du temps. Donc, je connais le courant max, Imax. Donc, je peux calculer tout de suite l'énergie totale par cette relation-là. Bien sûr, qui est égal aussi à 1 demi C fois UC max au carré. Mais je n'ai pas la courbe qui me donne la variation de UC en fonction du temps. Mais j'ai la courbe qui me donne I en fonction du temps. Donc, je connais Imax. Donc, la seule chose qu'il faut connaître,
que l'énergie totale, c'est égal à l'énergie électrique maximale, qui est égale à l'énergie magnétique maximale. Bon, je connais L, je connais M, je fais l'application numérique, et ça me donne 32 microjoules. Donc, faites très attention, bien sûr, de transformer le milliampère en ampère. Bien. Maintenant, je connais l'énergie totale. Je peux déterminer l'énergie à n'importe quel instant, connaissant soit l'énergie électrique, soit l'énergie magnétique. Donc là, je connais le courant en fonction du temps, donc je peux déterminer l'énergie magnétique à n'importe quel instant. Parce que l'énergie magnétique, c'est 1 demi LI carré. D'après la courbe, connaissant I, je peux déterminer l'énergie magnétique. Comme leur somme elle est constante, l'énergie totale est constante, donc je peux déterminer l'énergie électrique à n'importe quel instant. Prenons un instant particulier, 16 millisecondes. À 16 millisecondes, c'est quoi le courant? C'est 4 milliampères. Donc, je peux déterminer l'énergie magnétique à T égale à 4 milliampères. Ça me donne 8 microjoules. Donc, tout de suite, l'énergie électrique, c'est quoi? C'est l'énergie totale moins l'énergie magnétique. Et ça me donne 24 microjoules. Bien, on va passer enfin au dernier exercice, qui est un exercice classique là aussi. Une bille qu'on a laissé tomber dans un liquide visqueux qui possède où existe une poussée d'Archimède, une force de frottement, pas de poussée d'Archimède, donc on l'a négligé. Donc la force de frottement c'est moins K fois V suivant J. On vous donne la masse de la bille. Première question, quelle est l'équation du mouvement de la bille? Donc là c'est très classique. D'abord, système étudié, quelles sont les forces appliquées? Et bien sûr les forces appliquées, il y a le poids. Tout de suite, le projeté dans l'axe qu'on vous donne dans l'exercice. Là, on a orienté l'axe vers le bas. On l'a appelé Y. Son vecteur unitaire, c'est J. Donc, P est égal à quoi? Et son module, c'est mg suivant J. Pour la force de frottement, voilà le poids. Bien sûr, la force de frottement, c'est inverse au mouvement. Donc, il est dirigé vers le haut. Et de toute façon, on vous a donné son expression. C'est moins K, V suivant J. Deuxième loi de Newton, la somme des forces est égale à m gamma. C'est là où il faut faire attention. Donc gamma, c'est un vecteur qui possède en général trois composantes, à x, à y, à z. Comme le mouvement se fait suivant l'axe des y, il va rester uniquement la composante suivant y. Et ça, c'est indépendamment de l'orientation de l'axe. Si c'est vers le haut ou vers le bas, l'expression de gamma, elle est indépendante de l'axe. Parce que ça, ce sont les composantes de gamma. N'importe quel vecteur dans l'espace possède trois composantes, à x, à y, à z. L'accélération, c'est un vecteur, et d de v sur d de t, c'est la composante du vecteur accélération suivant y. Donc, il est indépendante de la direction de y, est-ce que vers le haut ou vers le bas. Bon, ensuite, je fais la projection de la loi de Newton. m d de v sur d de t est égal à mg suivant j moins kv suivant j est égal à m d de v sur d de t suivant j. Donc on enlève les j et il vous reste tout de suite en divisant par m l'équation différentielle qu'on cherche. Bien. On vous donne comment varier la vitesse en fonction du temps. Bien sûr, ici vous avez deux régimes. Vous avez un régime transitoire. C'est un régime pendant lequel la vitesse va augmenter. Après, bien sûr, il va tendre vers une vitesse limite. Bien. On nous dit de déterminer l'expression de la vitesse limite. Donc là, vous faites juste la lecture graphiquement et vous dites d'après la courbe, la vitesse limite est égale à quoi? Est égale à 1,5 mètres par seconde. Donc d'abord son expression. Donc son expression, bien sûr, qui dit vitesse limite dit V égale à une constante. Donc je remplace dans l'équation différentielle d de V sur d de t par 0. Parce que dans le régime permanent, la vitesse elle est constante. Donc la dérivée de V, elle est nulle. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? K sur m fois v, limite est égal à g. Donc, voilà l'expression de la vitesse limite. Parce qu'on me dit, c'est l'expression. C'est maintenant qu'on me dit de déterminer sa valeur. Là, je dis graphiquement, sa valeur, c'est combien? C'est 1,5 mètres par seconde. Donc, qu'est-ce que je peux déduire à partir de ces deux équations-là? Je peux déduire le rapport G sur K, connaissant m et connaissant vitesse limite. Donc, vitesse limite c'est 1,5 qui est égal à mg sur k, donc m sur k est égal à 0,15. Or, dans l'équation différentielle, j'ai k sur m. Donc, je fais l'inverse. K sur m, c'est 1 sur 0,15 qui est égal à 6,67. Et donc, je retrouve exactement l'expression numérique. d de v sur d de t, c'est g qui est égal à 10. Moins k sur m, c'est 6,67 fois v. Donc, c'est exactement l'expression qu'on me propose. Et enfin, on va déterminer
A1 et V3 en utilisant la méthode d'Euler. Donc j'ai aussi bien expliqué, je pense, dans plusieurs vidéos sur la chaîne. Donc pour la méthode d'Euler, vous avez deux équations. Bon, je peux les numéroter. Vous avez l'équation différentielle, qu'on va appeler équation 1, qui permet de faire quoi? Qui permet de connaître l'accélération connaissant la vitesse. Donc connaissant V1, je peux déterminer A1. Ou bien connaissant A1, je peux déterminer V1. Connaissant A2, je peux déterminer V2. Connaissant V2, je peux déterminer A2. Donc je vais l'utiliser pour déterminer A1. Je connais V1, donc je peux déterminer A1. Donc A1, c'est 10 moins 6,67 V1. Je remplace V1 par sa valeur 0,15 et j'obtiens tout de suite 9 mètres secondes moins 2. Maintenant, je veux déterminer V3, connaissant V1, V2 et V3. Là, j'utilise la deuxième équation qui est toujours l'équation différentielle, mais qu'on écrit sous la forme suivante. J'appelle ça l'équation 2. Et c'est ça la base de la méthode d'Euler, c'est l'équation A et l'équation 2. Qu'est-ce qu'il permet de faire cette équation 2? Donc ça c'est delta V sur delta T, ça veut dire Vn plus 1 moins Vn sur delta T est égal à 10 moins 6,67 Vn. Elle permet de déterminer Vn plus 1 connaissant Vn. Donc si je connais V1, l'équation 1 permet de déterminer A1, je connais A1, je connais V1, je peux déterminer à partir de cette relation V2. Donc voilà, V2. Connaissant V2, je peux déterminer A2. Connaissant A2, je peux déterminer V3 et ainsi de suite. Et vous voyez que je peux déterminer toutes les valeurs possibles. Donc voilà, pour déterminer maintenant V3, je dois donner à N la valeur 2. Donc V de 2 plus 1, ça veut dire V3 moins V2 sur delta T est égal à 10 moins 6,67 V2. Je connais V2, je connais delta T, je fais l'application numérique et je trouve 0,406 mètres par seconde. Donc 0,4, vous voyez bien que la vitesse augmente. 15, 28, 0,4. Après, il va tendre bien sûr vers la vitesse limite. Donc voilà pour le sujet de cette année. J'espère que vous avez très bien travaillé. Je pense que 99% de toutes les questions ont été traitées sur la chaîne. On les a traitées ensemble pendant tous les vidéos que je vous ai proposés avant l'examen. Je vous souhaite bien sûr très bonne chance. Maintenant, il faut se reprendre 2 ou 3 jours de repos complet. Ensuite, il faut bien reprendre le boulot parce que pour ceux qui vont faire bien sûr passer les concours de médecine, de pharmacie et de dentaire, je vous ai préparé un questionnaire de 100 questions en physique. Bon, j'ai préparé uniquement la partie physique pour le moment. Bientôt, je vais la poster sur la chaîne sous forme de concours, de 10 questions par concours. Bon, c'est ce qu'on vous donne en général à faire dans 30 minutes. Donc, il faut, dans la partie concours, ce qui est très important maintenant, c'est toujours se rappeler des résultats essentiels, mais surtout, il faut apprendre maintenant à répondre à un concours. Et là, c'est une autre paire de manches qu'on aura l'occasion de discuter. Voilà, très bonne chance et à très bientôt, chers amis.